Il y a tellement de façons de se planter quand on est vidéaste que si je peux vous en éviter quelques-unes, bah ça me fera plaisir parce que c'est des erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs que vous faites, peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous les avez faites et que vous les avez corrigées, bref, des erreurs on en fait tous, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de les éviter. Je vous explique ces 5 erreurs que vous faites peut-être et qui vous pourrissent la vie en tant que vidéaste. C'est parti. Et je vous garde la pire de toutes les erreurs pour la fin, bien évidemment. La première, vous allez me dire que vous le savez déjà, et pourtant, c'est le point peut-être qui est le plus flagrant en fait dans tout le game YouTube, c'est qu'il y a quand même de fortes chances que vous dépensiez votre argent en pensant que du matériel va rendre vos vidéos bien meilleures. Et je vous jette pas la pierre parce que je l'ai fait, j'ai perdu un pognon, mais vous avez même pas idée du pognon que j'ai perdu en dépensant dans du matos dont j'avais pas besoin. Et c'est normal de penser ça, c'est un biais tellement facile. Qui n'est pas tombé dans ce panneau-là, dans ce piège-là? Parce que quand on se dit « Ah, mes vidéos, elles sont pas au niveau, il faudrait que je monte un petit peu, que je level up mon game et tout ça », c'est tellement facile de se dire que c'est la faute du matériel. Et encore une fois, je vous juge pas, hein, je fais pareil. Et que avec un meilleur matériel, forcément, on arrivera à faire quelque chose de mieux, plutôt que de se dire « Bah... c'est moi qui dois level up, c'est la personne, en fait c'est le vidéaste qui doit arriver à faire quelque chose de meilleur et pas la caméra, parce que on l'a tous fait, on l'a tous vécu, on se dit bah je vais acheter le dernier boîtier, celui qui est ouf là, qui fait de la 4:2 10 bits et du slow-mo en 120 fps et machin tout ça, on prend le boîtier, on met son optique dessus, on shoot avec et on se dit ça ressemble quand même vachement à ce que je faisais avant, non? Ou alors on va se dire peut-être, voilà, la première semaine, waouh, les couleurs et tout, c'est quand même un autre monde, hein, la 4:2 10 bits par rapport à ma 4:2 8 bits, tout à fait. On va se le dire pendant une semaine. Et après, on va se redire, ouais, mes vidéos, elles sont pas ouf quand même. Pour être meilleur, comment je pourrais faire? Que faire justement pour progresser? Lire, pratiquer, vous entraîner et surtout essayer de comprendre, regarder des making-of, des films par exemple qui vous intéressent pour essayer de comprendre l'intention des créateurs et comment un cinéaste ou un vidéaste a réussi à faire l'effet que vous avez envie de refaire, mais gardez vos sous ou investissez-les ailleurs, dans des bouquins, dans de la formation. Si vous avez une caméra qui est sortie dans les 3-4 années passées, il n'y a pas grand chose qui va changer si vous en achetez une nouvelle. Deuxième grosse erreur, et celle-là je suis sûr que vous la faites, c'est obligé, je la fais aussi, encore une fois, je ne vous juge pas, c'est se comparer aux autres. En dehors du fait que on est tous différents et que la comparaison n'a pas lieu d'être, vous bien que les créateurs que vous suivez, que vos concurrents aussi peut-être que vous suivez, quand ils postent des stories et tout ça, ils font comme vous, à savoir mettre en avant ce qui est le plus cool dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent montrer. Et c'est normal. Vous le premier, quand vous postez vos réals sur votre chaîne YouTube ou sur votre Vimeo ou sur n'importe quel réseau, quand vous faites des stories, c'est pour montrer ce qui vous arrive de plus cool. Quand il y a des trucs pas ouf ou des trucs un peu chiants, on le montre pas. Mais c'est pas pour autant que ces choses-là n'y sont pas. La vraie vie des autres n'est pas forcément celle que vous imaginez. Probablement d'ailleurs que vous imaginez ma vie à moi totalement différemment de ce qu'elle est en réalité. Il y a de fortes chances d'ailleurs. Ma vie en réalité, elle est très normale. Peut-être aussi normale que la vôtre, voire même peut-être un peu plus chiante. Donc rien que pour ça, ne vous comparez pas à ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Concentrez-vous sur vous, sur votre art, sur ce que vous faites, et arrêtez de regarder un petit peu ce que font les autres. Troisième erreur qui vous pend au nez, et qui me pend au nez aussi des fois, et je me mets des gifles pour pas le faire, c'est de me transformer en photographe ou vidéaste de forum. Il arrive un moment où on peut se retrouver attiré en fait par le purement technique, à savoir la connaissance pure de nos sujets, la connaissance pure en termes de technique photo, vidéo, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est entre guillemets facile, puisque c'est de la connaissance, c'est aller lire, aller chercher et retenir, c'est apprendre par cœur, c'est un petit peu ce qu'on faisait à l'école, hein, tout simplement, c'est très scolaire, et il n'y a aucun mal à ça, et c'est même très important dans notre boulot, parce que c'est bien la créativité, c'est bien l'art, l'artistique, mais s'il n'y a pas un minimum de savoir-faire technique derrière, ça le fait pas du tout. Mais attention à ce qu'au bout d'un moment, la partie purement technique ne prennent pas le dessus sur ce que vous voulez faire sur la créativité. Je vous donne un exemple tout bête, j'ai sorti l'année dernière un court-métrage que j'avais réalisé avec ma bande de potes habituelle, et il y a eu plusieurs commentaires dans lesquels les gens sont venus me dire il y a un problème avec le son, le sound design est trop bas, il aurait fallu monter plus le sound design, les voix sont trop présentes, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gens-là étaient vidéastes. Et bizarrement, je n'ai pas eu cette remarque par des gens qui ne connaissaient rien en technique et qui au contraire ont été vraiment happés par le court-métrage, tout simplement parce que c'était une volonté de faire disparaître au fur et à mesure le sound design de la vidéo pour ne laisser que la voix. Je vous mets un lien vers la vidéo pour aller voir ça. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que au final, les gens qui sont allés me dire que le sound design ça allait pas, se sont mis dans une optique de regarder la vidéo avec une analyse
purement technique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en étant dans le technique, dans le pur technique, ils sont passés totalement à côté du sens, se disant qu'il y avait un problème, puisque dans certains standards, ça ne collait pas. Alors que s'ils avaient réellement écouté l'histoire, le sens, le dialogue et tout ce qui se passait à l'écran, ils auraient pu se rendre compte à la fin qu'il y avait une volonté en fait de ne plus laisser que la voix. Tout ça pour dire qu'en étant trop dans la technique, on peut passer totalement à côté d'une intention artistique. L'erreur suivante, on peut facilement l'éviter, mais juste avant, je vais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Et il a été très utile ce sponsor dans cette vidéo justement, puisque j'avais besoin d'images pour illustrer un petit peu mon propos et puis dynamiser un peu la vidéo. Je suis allé chercher dans leur banque de stock footage libre de droit les images en lien avec ce que je disais. Et clairement, ça a été super facile grâce au système de mots-clés. Il y a pas mal de choix, les images sont vraiment de qualité. Vraiment rien à redire de ce côté-là, la recherche est très intuitive et très facile à effectuer. Ensuite, je n'ai eu qu'à glisser et déposer les fichiers dans ma timeline pour donner ce petit plus qui permet de rythmer un petit peu la vidéo. Mais Motion Array ne s'arrête pas là, bien entendu, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs, parce que au-delà des images de stock footage, on a accès à une banque de musique, du sound design, des presets, des plugins pour tous les logiciels que vous pouvez utiliser, et tout ça pour un prix très intéressant. Au final, je crois pas qu'il y ait de solution moins chère que ça disponible ailleurs, compte tenu de tout ce qu'on peut trouver sur le site. Vraiment, on a absolument tout, c'est une solution tout en un. Et en plus de ça, ils ont le bon goût d'aider cette chaîne à vivre en la sponsorisant assez régulièrement. C'est des sponsors vraiment de qualité, je vous en parlerai pas sinon, donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller faire un tour. N'hésitez pas à aller y faire un tour, les liens sont dans la description. Une autre erreur très répandue, et ça c'est pour les vidéastes qui commencent à taffer pas mal, à avoir pas mal de boulot, c'est d'arrêter les projets personnels. Ça c'est une erreur clairement que j'ai faite moi, qui m'a beaucoup coûté et sur laquelle je suis revenu. C'est une erreur que j'ai faite en 2021. J'ai fait beaucoup de projets pour des clients, j'ai fait quasiment que des projets pour des clients, et j'ai un petit peu délaissé ce que j'aimais le plus, à savoir notamment les clips, quelque chose que j'adore faire, tout ce qui était fiction. J'ai vraiment travaillé beaucoup et beaucoup pour mes clients. Ce qui fait qu'en 2022, j'ai fait hop, là je commence à détester mon boulot. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où ma passion, la vidéo, le truc que je kiffe le plus faire au monde, me saoulait. J'avais plus envie de monter, de me mettre sur mon ordi, j'avais plus envie de prendre ma caméra, j'avais plus envie de tout ça. Et la raison, elle était simple, c'est que je ne faisais plus de projets personnels. Je ne faisais que des projets pour d'autres. Alors des projets très sympas, des projets super intéressants, mais des projets pour d'autres qui n'étaient pas les miens. Donc j'ai repris la main en 2022 en me disant, allez voilà, payé ou pas, c'est pas grave, je veux faire des trucs qui m'éclatent, qui me font délirer. Du coup on a fait tout un tas de clips, on a fait tout un tas de trucs de fiction vraiment très sympa. Je me suis vraiment éclaté, et puis je suis aussi allé voir mes clients pour leur dire, voilà, je vais vous proposer des choses que vous n'avez pas forcément en tête, à savoir rendre les choses un petit peu plus cinématographiques, écrire un petit peu plus, scénariser les vidéos, plutôt que de faire bêtement des trucs à base de b-roll, de ralenti, de trucs qu'on a vu 1 milliard de fois, et ainsi pouvoir proposer à mes clients des choses qui me différencient des autres prestataires et qui me permettent d'avoir du boulot. Et ça c'est cool. Et alors la pire des erreurs, mais alors la pire de pire, c'est de ne pas oser demander assez d'argent à leurs clients. On entend tout le temps cette phrase, oui mais je débute, je peux pas demander autant à mon client, je me sentirais pas bien, syndrome de l'imposteur, je peux pas demander autant, j'ai pas de légitimité à demander autant. Alors oui et non, à savoir que effectivement quelqu'un qui est vidéaste depuis 20 ans et quelqu'un qui est vidéaste depuis 2 ans, en soi on peut comprendre qu'il y ait une différence de tarif, ça c'est certain, qui peut se justifier par mais écoutez monsieur le client, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc je peux vous garantir que le résultat sera au rendez-vous. D'un autre côté, si vous êtes là depuis 1 an ou 2 et que les clients viennent vers vous et vous demandent, il n'y a pas forcément à rougir d'être là que depuis 1 ou 2 ans. Peut-être que vous apportez de la nouveauté, de la fraîcheur là où les choses étaient un petit peu encroûtées. Peut-être que vous amenez un style qui plaît clairement à votre client, sans partir dans des tarifs délirants. Faut surtout pas se brader à faire des vidéos à 200 balles, à 300 balles, à 400 balles, même des fois à 500 balles. Ça vaut pas le coup. Ça veut dire que vos clients se diront, c'est un petit jeune, je peux un petit peu en faire ce que je veux, il débute, il est pas cher, très bien. Si vous restez à un prix très bas pendant longtemps, ça va être difficile d'expliquer à vos clients pourquoi soudainement vos prix ont doublé, parce que l'URSSAF est passé par là, parce que les impôts sont passés par là, et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait le prix que vous avez facturé ne vous permet pas de vivre décemment, et que donc vous êtes obligé de l'augmenter. Bon, vous allez me dire, oui mais comment je sais combien facturer? Comment je fais pour calculer ce tarif? Eh bien on va voir cette vidéo qui s'affiche ici, dans laquelle je t'explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le tarif et la tarification. C'est pas beau ça?